Bon dimanche de Pâques à tous. Cette semaine, le Parlement européen a adopté une résolution très critique vis-à-vis des autorités camerounaises. Après la représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, qui en date du 5 mars dernier, avait dénoncé le malaise politique grandissant au Cameroun. Jeudi dernier, les parlementaires ont bel et bien haussé le ton, suscitant une réaction du Sénat camerounais. Dans un communiqué publié hier samedi 20 avril 2019, le président de la Chambre haute du Parlement s'est insurgé contre les affirmations contenues dans la résolution du Parlement des 27 du 18 avril sur le Cameroun, invitant les heureux députés à venir au Cameroun se faire une idée du climat sociopolitique et sécuritaire qui y prévaut loin, bien loin selon l'auguste institution de la litanie de contre-vérité contenue dans la dite résolution. Le Cameroun est-il finalement la cible d'une campagne de dénigrement à l'international? Cette posture de l'Union européenne à travers son Parlement traduit-il une volonté d'ingérence? Comment comprendre cette résolution et quelles peuvent être les conséquences de la dite résolution dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne? On en parle en première partie de cette émission politiquement incorrecte ce dimanche. En deuxième sujet, nous reviendrons sur le régime des libertés au Cameroun et l'interdiction de manifestations publiques sous le prétexte des troubles à l'ordre public. La régulation des actions sur le champ politique est-elle compromise? La politique de deux poids deux mesures est-elle conforme à la rigueur de la loi? On en parlera également dans cette émission. Et puis, nous parlerons du saut qualitatif en termes de fourniture de l'énergie électrique avec la mise en service des barrages de Mekim et de Menveleu. Ces infrastructures peuvent-elles finalement booster le développement industriel au Cameroun? Ce sont des sujets inscrits ce dimanche à l'ordre du jour de cette livraison politiquement incorrecte. Le code de conduite reste inchangé. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. A tout de suite. Nos invités sont donc confortablement installés encore ce dimanche et je vais rapidement décliner leur profil. Cyril Sambaka est le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. Merci d'être venu ce dimanche et bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je dis bonne fête de Pâques à tous les copanélistes. Je dis bonne fête de Pâques à tous les téléspectateurs de LTM Télévision. Juste à côté de Cyril Sambaka, on a maître Joseph-Claude Biliga, avocat inscrit au barreau du Cameroun. Il est également du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Effectivement, je suis avocat au barreau du Cameroun et conseiller municipal à la commune d'Indo. Je suis content d'être là, de retrouver politiquement incorrect. Ça fait quand même pas longtemps que je n'ai pas été là. Je suis content d'être là et j'essaierai avec, je pense, nos co-panélistes à donner le meilleur de moi-même pour que les sujets qui sont à l'ordre du jour soient suffisamment discutés en toute cordialité, en toute convivialité. Serge Anthony Onguéné, bon dimanche et bonne fête de Pâques. Vous êtes le coordonnateur national de la jeunesse républicaine. Merci d'être venu ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. Bon dimanche et surtout, joyeuse fête de Pâques à tous les Camerounais qui nous regardent à travers votre chaîne. Joyeuse fête de Pâques à tous nos copanélistes qui sont là. Avec cette occasion, nous essaierons d'apporter le substrat d'éclairage que la jeunesse a comme orbite en rapport avec tout ce que nous allons évoquer ici comme débat. C'est ce dimanche. Maître Païré-Paul, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et également cadre du Social Democratic Front, le parti de la balance. Bon dimanche et merci d'être venu. Merci Yves. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour à tous les Camerounais. Je souhaite aussi à tous, parce qu'ancien de l'église de mon état, l'église évangélique du Cameroun, bonne fête de Pâques. J'ai pu dribbler un peu l'église pour aller le soir, pour venir discuter des problèmes camerounais. Votre présence nous honore ce dimanche et juste à côté de vous, on a le docteur Raymond Adingoyo, juriste. Merci d'être venu ce dimanche. Merci Yves. Bonjour à tous les copanélistes. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion pour dire
j'exprime ma gratitude d'être associé à ce grand débat aux côtés de ceux que je voyais souvent à la télé. Je parle du président Sambaka, de Maître de Liga et de tous les autres. Je crois que ce dimanche, nous essayerons d'apporter, à la mesure de ce qui nous est donné, des éclairages pour que les millions de téléspectateurs de LTM Télévision soient édifiés. Merci. Maître Joseph-Claude Biliga, on va peut-être commencer par vous sur cette résolution du Parlement européen. Il y a eu des inquiétudes. Le président du Sénat s'est exprimé sur la question à travers un communiqué qui a été rendu public hier samedi. Maître Joseph-Claude Biliga, une telle résolution mériterait-il une attention particulière? Oui, donc, je dois d'abord répondre à certaines questionnements. Certaines personnes ont demandé pourquoi ce n'est pas le ministre de la Communication qui a intervenu. Et s'agissant d'une résolution d'un Parlement, du Parlement européen, c'est normal que ce soit le président du Sénat, qui est un parlementaire, qui puisse quand même répondre. Et n'oubliez pas non plus que c'est quand même la deuxième personnalité du pays, le président du Sénat. Est-ce que la résolution doit être prise en compte? Je pense que tout ce qu'on peut dire sur un pays, de bien ou de mal, quelle que soit la personne qui émet son opinion, elle doit être prise en considération. Elle doit être prise en considération, pas forcément pour voir que tout ce qui est dit est vrai, mais pour au moins relever ce qui est dit et qui pourrait être vrai, même si d'autres choses qui ont été dites dans cette résolution, pour moi, ne sont pas forcément vraies. Je donne deux ou trois exemples. Le premier exemple, lorsqu'on parle des hélicoptères, les gens qui ont été tués à partir des hélicoptères, j'avoue que c'est la première fois que je l'apprends. Or, je suis quand même de ceux qui suivent l'actualité camerounaise de manière assez importante. Lorsqu'on parle d'Internet qui a été coupé, ça date quand même de 2 ans au moins. Donc si on en parle aujourd'hui, je pense que c'est pas le moment de parler des choses qui ont eu lieu avant et qui ont été réglées également. Maintenant, il y a d'autres choses qui ont été évoquées sur, d'ailleurs c'est l'un des sujets que nous avons dans le débat tout à l'heure, sur la restriction de liberté, que l'on voit d'une manière plus ou moins ces derniers temps, on en parlera tout à l'heure. Et je pense que ce qui est important pour le gouvernement du Cameroun, c'est qu'on tienne compte de ce qui a été dit et qu'on essaie de voir si ce qui a été dit dans ce qu'on fait peut être amélioré. C'est-à-dire sur la base de ce qui a été dit, les réponses qui ont été portées sont réelles. S'ils sont réels, comment faire pour pouvoir les améliorer, pour faire un Cameroun beaucoup plus libre où les libertés sont exercées de manière convenable. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas avouer que notre pays a quand même progressé dans le domaine des libertés par rapport aux années antérieures. Nous savions ce qui s'est passé. Moi, je suis de ceux qui ont fait l'école et une partie de l'université du temps d'Aïdjo. Je vais raconter une anecdote. Dès que j'arrive à l'université, c'était en 1981, un de mes parents qui était un haut fonctionnaire de l'État m'a appelé, il m'a dit « Tu es venu à l'école, ici je te demande de faire l'étude, je t'empêche de faire 3 choses. » Je vous dirai une seule. Il m'a dit « La politique, n'entrez jamais dans la politique. S'il y a des problèmes, s'il y a des revendications au niveau de l'école, va dans ta chambre, concentre-toi sur ton travail. » Parce qu'effectivement, ce jour-là, pendant cette période, lorsque vous posiez un acte même politique au niveau de l'université, on vous arrêtait, parfois vous vous retrouvez à toléré. Je parle de l'université même, certains étudiants ici, élèves de Liberman, se sont retrouvés à tolérer pendant des années. Il y a un de nos confrères qui est chef traditionnel du 2e degré dans le Congo, qui a ma partie, il y a beaucoup d'autres. Donc aujourd'hui, cette liberté existe quand même, quoi qu'on dise. Lorsque nous allons sur la télévision, on dit ce qu'on dit. Avant, vous ne pouviez même pas dire, même dans un taxi. Maintenant, peut-être qu'il est nécessaire que ces champs de liberté soient encore élargis. On y reviendra. Mais hormis ça, je pense que même sur le sujet du nord-ouest, du sud-ouest, effectivement, là également, nous sommes de ceux qui pensons que le gouvernement a beaucoup fait également, notamment avec cette histoire, avec la création de commissions sur le désarmement, sur la liberté, sur le bilinguisme, avec la Cour suprême où il y a une section de commando avec l'ENAM et autres. Il y a pas mal de choses qui ont été faites d'une manière positive pour répondre aux aspirations, aux réclamations. On a eu des ministres qui ont été nommés du nord-ouest, du sud-ouest, de nos régions, qui ont été nommés dans des postes, dans les ministères de souveraineté, comme l'administration territoriale, comme l'enseignement secondaire. Mais, malgré cela, nous constatons également que la paix qui était recherchée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'est pas encore effective.
Et alors là, il faut bien voir pourquoi ce n'est pas expectative. Est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose qui va amener que cette paix soit expectative, par exemple à travers le dialogue que tout le monde évoque. Et est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui qu'on tienne compte quand même de cet appel d'une partie du peuple qui estime qu'il faut que le dialogue intervienne sous la forme de ce que le cardinal Tsumi a évoqué ou sur une autre forme, mais qu'elle intervienne quand même qu'on sache que les Camerounais se parlent entre eux. Cyril Sambaka, certains, à la lumière des déclarations qui sont sorties de ce Parlement, ont parlé d'ingérence. On parlait d'ingérence. Vous savez, le Cameroun a beaucoup prêté le flanc. Nous sommes des Camerounais, nous avons vu d'autres pays qui étaient en conflit, en crise, et on les suivait de près. Maintenant, ça nous arrive. Ça nous arrive pourquoi? Ça nous arrive tout simplement parce que le processus qu'on utilise pour les sorties de crise, nous ne l'avons pas utilisé. Et nous ne l'avons pas utilisé pourquoi? Parce que nous sommes restés sur le schéma colonial. Le schéma colonial où c'est celui qui dirige, qui vous dit ce que vous avez à faire. Il ne tient pas compte de votre émancipation. Il ne tient pas compte du fait que le consensus, c'est la règle des Africains. Il ne tient pas compte que l'arbre à palabre, c'est africain. Donc, nous avons eu une crise très grave dans ce pays, c'était en 91, avec les villes mortes et autres. Le chef de l'État actuel a convoqué une réunion tripartite pour qu'on en débatte dedans. Et les gens se sont retrouvés à Yaoundé pour parler du Cameroun, face à face, pour parler de l'avenir du Cameroun. Cela a été fait et des résolutions sont sorties de cette rencontre. Des résolutions qui n'ont pas toujours été respectées, quand bien même on a puisé dans les résolutions pour qu'on puisse avancer. On a décompressé parce que le Cameroun se portait très mal. Nous avons eu des gens qui avaient perdu tous leurs biens. Ils ont eu droit à l'amnistie fiscale parce qu'on a débattu en tant que Camerounais autour d'une table et on a trouvé des solutions. Maintenant, il fallait que le gouvernement puisse suivre. Le gouvernement a préféré dévoyer certaines résolutions, notamment ceux de la tripartite 2 qui devait avoir lieu pour parler de notre constitution de manière consensuelle et soumettre au peuple pour qu'il y ait un référendum. Vous savez très bien que quand il y a un référendum, c'est tout le monde qui parle au le peuple s'instruit. Or, tout s'est passé dans le silence et dans cette assemblée monolithique qui a validé sans aucune forme de procès ce que le gouvernement lui a présenté. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous avez vu que la fédération de régions qui a été discutée à la réunion tripartite et que les anglophones ont accepté n'a plus eu lieu et qu'on a mis place à une décentralisation qui est en réalité une déconcentration parce que l'autorité reste centrale, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau des régions. C'est pour cette raison que je vous ai dit ici, dans votre studio, que nous nous acheminons encore vers des conflits, et des sérieux conflits, parce que les conflits qu'il y avait entre les communes et le préfet, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il y aura des conflits entre les régions et le gouverneur. Et il y aura des conflits entre les régions. Pourquoi? Parce que c'est vidé de son sens, n'est-ce pas? La région ne servira à rien. On aura des conseillers régionaux qui sont en train de se battre dans le parti au pouvoir pour le positionnement, mais en réalité, ils ne produiront rien. L'attente des Camerounais ne sera pas satisfaite. C'est la raison pour laquelle, à force de rester sans réagir, à force de rester sans nous parler, même le voisin a commencé à voir. Parce que si on réglait nos problèmes entre nous, on ne parlerait pas du Cameroun au Parlement européen. On ne parlerait pas du Cameroun au Commonwealth, à la francophonie, etc., à l'Union africaine. Nous nous sommes exposés parce que nous n'avons pas cherché à régler nos problèmes nous-mêmes. Donc aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais quand je vois les réactions du Cameroun, je me dis, ils n'ont encore rien compris.
parce que ce que l'Assemblée, le président du Sénat a écrit, ce copier-coller que nous avons vu le ministre le ministre, comment on appelle, de l'information, de la communication, c'est du copier-coller. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons un Parlement qui ne peut même pas réfléchir par lui-même. Par lui-même. Ça pose un problème. Vous voyez? Parce que les jeunes qui arrivent en politique aujourd'hui, moi je reviens toujours en arrière parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas suivies, qu'ils n'ont pas vécues. Et quand vous avez vécu tout cela, vous vous dites quand même, à un certain moment, il faut que les gens s'émancipent. Serge Anthony Onguéné, je rappelle aux téléspectateurs que cette émission, comme tous les dimanches, admet l'interactivité. Vos réactions seront donc recueillies uniquement par SMS au 695 38 79 46, 695 38 79 46. Serge Anthony Onguéné, la presse indiquait cette semaine que l'Union européenne a donc décidé d'hausser le ton. Yaoundé doit-il également durcir le temps? Autrement dit, peut-on parler de véritable ingérence dans les affaires du Cameroun à travers cette résolution du Parlement européen? La première chose que je dirais, c'est qu'en ce jour de grâce qu'est la Pâque, et nous avons déjà passé la semaine sainte, pour ceux qui sont chrétiens, c'est pour moi une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que spirituellement, quand vous avez des ennemis, il y a des moments auxquels ils doivent s'exposer. Et pour le Cameroun, nous constatons encore malheureusement que les officines tacites dans l'ombre qui voudraient voir le Cameroun dans un bain de sang, dans un chaos, sont encore en mouvement. Non pas pour dire qu'il n'y a pas de problème, mais pour dire que la démarche que revêt le communiqué ou la résolution de l'Union européenne est bien curieuse. Curieuse en ceci. Vous savez qu'il y a les relations interparlementaires. Et pour une communauté comme l'Union européenne, elle a des relations avec l'Union africaine, via son Parlement. Et vous allez vous rendre compte que dans la démarche qui est celle de l'Union européenne, que nous pourrions appeler une démarche monocolore, voilà, elle ne s'est pas appuyée sur le gouvernement. C'est certainement parce que vous ne pouvez pas vous autosaisir d'un problème s'il n'y a pas au préalable eu des requêtes ou bien introduction d'un dossier. Et à ce que je sache, nous avons une partie des antipatriotes camerounais qui s'activent depuis que le Cameroun traverse des crises véritablement qui nous mettent en mal. Et certainement, c'est sous le fond de leurs préoccupations, de leurs cris, avec leur version, que l'Union européenne a traité de la question du Cameroun. Parce que si elle n'a pas contacté le Parlement camerounais, si elle n'a pas contacté l'Union africaine au travers du Parlement africain, et je profite pour dire que le président du Parlement africain s'est prononcé hier, le président Kodedan, qui s'insurgeait contre cette résolution de l'Union africaine. Et cela traduit tout simplement une suspicion qui se cache derrière cette résolution. Et moi, en tant que leader jeune, qui prend aussi le temps de regarder, de fouiner, de fouiller, je me rends compte que là, le Cameroun est face à une véritable embuscade. Une embuscade qui traduit une véritable ingérence. Une ingérence qui viendrait porter une certaine pression vers nos autorités, vers notre pouvoir public, afin de la mener à faire ce qu'eux, ils escomptent. Parce que tout ce qui a été évoqué fait suite à quoi? Il fait tout simplement suite à une crise. Mais notons là, nous sommes partis d'une crise en 2014 avec Boko Haram pour arriver à la crise dite anglophone, nord-ouest et sud-ouest, avec les dégâts que cela revêt. Et quand vous analysez ce communiqué, vous vous rendez compte que, premièrement, l'armée est stigmatisée. On parle des exécutions extrajudiciaires, ce qui est très grave. Moi, par exemple, je suis en contact avec des gens au front, puisque vous savez, moi, je réside dans les zones anglophones, voilà, et je sais mieux que certains qui parfois se prononcent de quoi il est question. Maître a évoqué la question des hélicoptères, c'est faux. Et je connais un peu l'équipement que l'armée dispose. Aucun hélicoptère ne survole
pour faire ce dont l'Union européenne nous accuse. Maintenant, quand on laisse cet aspect-là, vous vous rendez compte que dans cette résolution, il n'est nul fait évocation de ce que les séparatistes, compatriotes, il faut le dire, qui sont aussi infiltrés, portent comme coup au Cameroun. Parce que moi, je suis venu avec des éléments qui sont même d'ailleurs très choquants. Hier encore, on rejetait la dépouille du sieur Mignoli à Boya, officier de police retraité. C'est des choses très graves. Et voir que le Cameroun, au lieu qu'il soit soutenu, que les pouvoirs publics soient accompagnés dans cet effort sans cesse de recherche de la paix, on se rend plutôt compte qu'on voudrait davantage incriminer l'État. Moi, je ne pense pas que l'État du Cameroun milite pour que ses compatriotes soient tués, soient assassinés. Je ne pense pas que l'État du Cameroun milite pour qu'il y ait une restriction des libertés, mais il y a bien quelque chose qui est important, et c'est surtout cela que nous devons retenir. Vous savez, un État, c'est les yeux devant, c'est les yeux derrière. Nous, parfois, citoyens, nous n'avons que les yeux devant. Et l'État doit garantir à nous tous notre sécurité dans l'environnement qui est le territoire que nous avons en commun. Et pour cela, l'État connaît souvent beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Et l'État a souvent des démarches que quelquefois nous semblons ne pas comprendre, mais qui sont importantes pour la résolution des crises. Voilà pourquoi vous verrez que si nous prenons le cas de la crise dite du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, vous allez vous rendre compte que toutes les résolutions que les grands organismes internationaux nous prennent souvent, l'État les a déjà toutes prises. Vous avez par exemple la commission du multiculturalisme et du bilinguisme qui a vu le jour. Vous avez le CNDR qui est le dernier né de toutes ces démarches-là. Et quand vous reprenez tous les autres pays, Centrafrique, Congo, c'est les mêmes choses. Commission Justice et Vérité, commission... Il n'y a pas un miracle qu'on va créer. C'est vrai que ce que le président Sambaka disait, il faut davantage appeler à un dialogue entre Camerounais et Camerounais. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il faudrait que les Camerounais eux-mêmes se disposent. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire. Et ça veut tout simplement dire que, première chose, nous devons constater qu'il y a effectivement une ingérence. Deuxième chose, nous devons constituer le bouclier pour préserver le Cameroun. Troisième chose, nous devons interpeller nos gouvernants à aller plus vite, à faire plus vite, parce que le dessin que nous voyons là, c'est un dessin à la libyenne, mais beaucoup plus policé qui se construit contre le Cameroun, donc contre ses concitoyens, contre ses intérêts. Et ça concerne nous tous ici et ceux qui sont en dehors. Maître Paye-Paul, je voudrais m'arrêter sur la démarche du Parlement européen. Il y a une question qui revient depuis que cette résolution a été prise. L'Union européenne n'a-t-elle pas fauté dans sa démarche? Ne fallait-il pas avoir une mission d'enquête parlementaire, comme c'est généralement le cas, pour faire la lumière véritable sur les allégations d'actes de torture ou de violation des droits de l'homme au Cameroun? Est-ce que cette démarche-là, qui est quand même celui qui est évoqué à la chute du communiqué du Sénat, ne pose-t-il pas un problème en termes de crédibilité d'une telle résolution qui semble vouloir se fonder sur des allégations qui ne sont pas des enquêtes menées par l'institution même? Oui, je veux bien dire, nous sommes dans une situation où ce sont les lenteurs de l'administration qui poussent certains à pouvoir jouer même contre leur propre intérêt. Parce que quand aujourd'hui l'Union européenne est au courant, c'est parce qu'il y a beaucoup de cris de détresse qui sortent du Cameroun. Et quand les cris de détresse, le grand Sambaka a dit tout à l'heure, quand on fait des bruits à la maison, les voisins finissent par comprendre. Donc quand cette situation dure et perdure depuis un certain temps, suite aux lenteurs administratives, à ne pas considérer certains cris de détresse, l'Union européenne est saisie par des voies pas très légales. Ce sont des voies contournées. Bon, ils ont aussi suivi les bruits, ces députés, mais normalement, pour aboutir à des résolutions de telles conclusions, c'est peut-être là où je vais en venir. Oui, bien sûr, ils pouvaient
bien envoyer sur le terrain une mission d'enquête. Ne l'avoir pas fait Oui. n'amène-t-il pas finalement à conforter ceux qui pensent qu'on est dans une véritable campagne de dénigrement du Cameroun? De déstabilisation. C'est que vous savez, quand on est un peu dépassé à un certain moment, nous sommes là, nous voyons nous, tout ce qui se vit au Cameroun. Bon, le bon sens, la commission aurait envoyé. Mais là où nous nous trouvons, nous savons que ce qui se dit, il y a des aspects fondés et des aspects non fondés. Parce que vraiment, le nord-ouest, sud-ouest, Boko Haram, on a rayé cela à notre manière. Nous affirmons avoir rayé, mais ces jours-ci, nous sommes surpris qu'il y a eu encore des attaques à l'extrême nord. Hier même, donc ça veut dire que c'est toujours une crise latente. On essaie de croire qu'on a donné des solutions, mais les solutions sont provisoires, elles ne sont pas si profondes. Donc face à cette situation, le bon sens aurait voulu que l'Union européenne envoie une commission sur le terrain. Je crois que c'est dans ce sens que le Sénat va dire que ça aurait été mieux. Le Sénat réagit rapidement à la place du ministre de la Communication. Mais ce qui est vrai, nous savons qu'au Cameroun, rien ne tient, ça ne tient pas très bien. Et la communauté internationale, informée même par des rumeurs, parce que nous pouvons dire qu'il y a eu des dénonciations, parce que il y a les forces opposées au pouvoir au Cameroun. Et c'est très regrettable parce que nous, au SDF, nous avons toujours souhaité un changement, pas par le trouble dans le pays. C'est-à-dire pour ceux qui espèrent amener peut-être l'ONU au Cameroun et tout consort, je crois que ce sont des solutions qui sont des solutions extrêmes et très dangereuses. Donc nous disons, je dis pour ma part, l'Union européenne, le Parlement, elle n'a pas procédé à une grande vérification parce que certaines de ces déclarations qui sont là, je ne veux pas citer, ça relève un peu d'un certain amateurisme. Beaucoup de gens, quand c'est tombé, c'était comme une panacée. Bon, c'est comme chaque fois, quand on ne peut pas, quand on est en face d'un pouvoir qu'on déteste, ce n'est pas pour autant dire qu'on doit utiliser n'importe quel moyen pour résoudre le problème. Parce que appeler, crier, à quoi il a crié tout le temps que peut-être l'ONU ou l'Union européenne. Parce que quand ça part déjà de l'Union européenne, c'est sur la voie pour que peut-être l'ONU se prépare à atterrir au Cameroun. Or, nous savons tous, est-ce que l'ONU a déjà résolu quel problème? Ces communautés internationales, on a bien parlé, il y a le Parlement africain, il y a le Parlement au niveau de l'UA. Pourquoi n'avoir même pas essayé d'envoyer déjà des émissaires par là pour qu'on vérifie et après ils clôturent? Parce que plus proche de nous, ce sont les parlementaires africains. Effectivement. Et nous savons tous que tout ce qui se passe, que ce soit l'ONU ou quoi, nous avons vu le cas de l'Irak, nous voyons le cas de la Libye. Et c'est l'occasion d'interpeller beaucoup de Camerounais qu'on ne souhaite pas ces interventions, les interventions de certaines organisations internationales qui viendront juste pour exploiter les Camerounais et s'en aller en nous laissant dans une situation difficile. Vous avez vu l'ex-Zaïre. Heureusement, il y a eu un peu une nuance, il y a eu alternance. Nous espérons que ça va changer parce que l'ONU n'était là que pour s'enrichir. Docteur Raymond Adengoyo, les décisions qui ont été prises ou la résolution qui a été prise émane de l'organe délibérant d'un groupement économique, l'Union européenne, qui a des rapports avec le Cameroun sur le plan économique. Est-ce que cette décision peut avoir un impact? Est-ce que c'est une décision contraignante pour le Cameroun? Voilà, merci Yves de me passer la parole. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions des copanélistes. Je voudrais rapidement relever que cette question pose deux problèmes. Vous savez, on a toujours eu à opposer souveraineté à ingérence. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas encore à bien définir ce que c'est que la notion d'ingérence. Il faut bien comprendre. Nous avons tous pris connaissance du communiqué. Est-ce que le communiqué là veut dire ingérence dans les affaires de l'État? Vous savez, nous sommes dans un système système de globalisation, de mondialisation. Et il n'y a pas que simplement la mission d'enquête qui peut donner l'information. Mais il y a aussi même la communication, c'est-à-dire les médias. Et nous savons qu'en matière de mondialisation, l'information est la clé, est un vecteur même de puissance. On ne peut pas le refuser.
Je crois que tous ces parlementaires, nous avons des chaînes qui émettent sur satellite, qui voient beaucoup de choses qui se passent. Ça, c'est d'un. Maintenant, pour revenir sur la question qui a été posée, vous savez, les résolutions au niveau de l'ONU, il y a plusieurs actes que l'ONU peut prendre. Mais nous restons convaincus qu'en matière de droit international, ça reste la souveraineté. Ce sont des résolutions qui peuvent plus ou moins inciter l'État à s'amender ou alors à chercher les éléments de sortie de crise dans le cadre de la résolution. Nous restons souverains, ça veut dire que l'ONU ne va pas venir nous dicter ce que nous devons faire. Mais moi, je prends plutôt la résolution ici en termes d'alerte, en termes de sonner d'alarme, pour vous dire, écoutez, dans votre État, on note ceci, on note ceci, on note ceci, mais ce n'est pas l'ONU qui viendra nous dicter quoi que ce soit. Alors, quand on parle de souveraineté, il y a deux éléments de souveraineté. La souveraineté dans l'État et la souveraineté de l'État, c'est-à-dire au niveau de l'extérieur. Mais je pense que, comme disait le président Sambaka, le véritable problème au Cameroun, c'est que nous avons oublié, d'ailleurs Caliclès l'a dit, lorsqu'il y a échec de dialogue, les yeux creusages de meurtre et le sang coule. Le véritable problème de ce climat socio-politique au Cameroun, c'est le manque de dialogue. Et ça, il faut se le dire la vérité. Le dialogue résout beaucoup de problèmes. Il a parlé tout à l'heure des méthodes traditionnelles qu'on a vu nos aïeux utiliser, l'arbre à palabre, ça résolvait beaucoup de choses. Alors, pourquoi esquiver la question de la tripartite? Pourquoi esquiver la question du dialogue? Écoutez, mettre en place des institutions de sortie de crise reste encore problématique parce qu'il faudrait que l'institution ait l'assentiment de tous ceux qui veulent cette institution. Alors moi, je pense qu'on aurait pu régler autrement la question en procédant par le dialogue. Donc pour revenir, pour chuter, la résolution de l'ONU, c'est une résolution, c'est un acte en droit international, mais le principe reste la souveraineté. L'État est souverain. On parlait de l'Union européenne, pour être plus précis. Alors, Cyril Sambaka, il y a quand même quelques éléments qui reviennent. L'Union européenne parle notamment du cas de Kamto et plusieurs militants de sa chapelle politique qui sont incarcérés. Est-ce que c'est des prisonniers politiques, à votre avis? Je suis triste parce que on essaye de faire oublier aux Camerounais comment est-ce que nous fonctionnons. Si je remonte dans les années 90-91, vous avez entendu parler du feu président Samuel Ebois. Oui. Est-ce que vous savez que ce monsieur a été maltraité par la police, la gendarmerie du Cameroun? Je n'ose pas prononcer certains mots parce que c'était un homme d'État au Cameroun, tout simplement parce qu'il était de l'opposition. Allez poser la question aux gens comme Jean-Jacques Ekindi qui ont passé des semaines à l'IT. Ils ont été tabassés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'ordre régnant. La suite, on la connaît. Il y a eu des morts. Et c'est à la fin, quand le pays est devenu ingouvernable, que la réunion tripartite a été convoquée. Et tout de suite, il y a eu relâchement. Je ne connais pas un Camerounais qui voudrait vivre dans un pays en guerre. Il n'y en a pas. Mais il y a un gouvernement qui ne comprend pas que les choses ont évolué. Et qu'il faut dialoguer. Et que les Camerounais veulent s'émanciper. Et que les Camerounais ont à donner. Ils veulent participer. C'est la raison pour laquelle à la réunion tripartite, on a fait une option pour la méthode participative. La gestion locale, qui est refusée jusqu'aujourd'hui et qui nous a créé les problèmes que nous voyons dans le sud-ouest et le nord-ouest. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que nous allons terminer par cela. Mais à quel prix? C'est ça la question. Il n'y a pas d'issue que celle de l'ouverture, de la décentralisation et du dialogue, de la participation de chaque Camerounais à la construction de son pays. Parce que cette émancipation est souhaitée, elle est voulue par le peuple. Voilà la question fondamentale. Maintenant, est-ce qu'on retarde ce jour? Oui, on retarde ce jour. Parce que quand on voit tout simplement comment est-ce que le cardinal Toumi et certains musulmans et protestants ont voulu faire retrouver les anglophones pour qu'ils discutent entre eux. Vous connaissez un anglophone qui veut la séparation? Peut-être aujourd'hui, parce que moi j'en ai des exemples.
Mais la minorité qui a toujours voulu la séparation, depuis ce temps, a toujours été une minorité qui ne pouvait rien faire. Mais ceux qui ont voulu la gestion locale, ils sont à 99%, parce qu'ils l'ont connu par le passé. Mais quand nous avons refusé, avec notre méthode préfectorale, de comprendre l'autre, parce que si tu ne peux pas comprendre ton frère, ce n'est pas les Européens que tu vas comprendre. On envoie des intermédiaires discuter, mais les intermédiaires ne sont pas des élus. Quand il y a une crise dans un pays, c'est l'élu qui appelle, comme on fait dans tous les pays du monde, les leaders des partis adverses, qui appellent certains membres de la société civile qui sont reconnus. Qu'est-ce que vous direz de la sortie de Mokete? Mokete dans la droite ligne de Fontia, dans la droite ligne de Mouna, qui sont restés dans la partie francophone pour penser qu'un jour on allait les écouter. Et au crépuscule de leur vie, ils ont tous démissionné. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que c'est ça la question fondamentale. Est-ce que nous allons continuer à penser que parce qu'on est l'autorité de l'État, on a la science infuse? Est-ce que nous pensons que la commission du bilinguisme, du multiculturalisme, c'est de manière autoritaire qu'on doit la mettre en place? Est-ce que c'est suite à un dialogue pour que ce soit efficace? Parce que tout le monde veut déposer des armes, y compris nos propres militaires. Ben, commençons par le commencement. Entendons-nous, c'est un autre nouveau Cameroun qu'il faut bâtir. Alors, si vous voulez bâtir un nouveau Cameroun de manière marginale, sans que les autres soient associés, le Cameroun, c'est par nous tous. Le Cameroun sera pour nous tous. Maître Joseph-Claude Biliga, si pour le cas des soldats, les allégations contenues dans la dite résolution sont parfaitement discutables, le cas des leaders de l'opposition qui sont interpellés et incarcérés depuis quelque temps, est-ce que ce n'était pas une erreur stratégique du Cameroun qui lui vaut aujourd'hui ces assauts des organismes internationaux? Lorsque vous parlez de leader, vous parlez de MRC. Tout à fait. Ma position sur ce point, elle est claire et nette. Le MRC a violé la loi. Il ne faut pas qu'on... Donc ce n'est pas des prisonniers politiques comme tant à le dit l'Union européenne. Suivez-moi bien. Le MRC a violé la loi. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Il y a une loi qui a été votée par la PE qui voudrait que lorsqu'on veut marcher, même comme c'est un droit constitutionnel, on doit déposer une déclaration. Le MRC, pour des raisons peut-être valables, avait décidé de ne pas se soumettre à cette démarche. C'est son droit. C'est là où j'avais dit sur plusieurs plateaux que pour moi c'est une démarche politique. Parce qu'ils refusent de le soumettre, parce qu'ils ont dit que chaque fois qu'ils le font, on rejette. Le SDF également a inventorié combien de fois on a interdit leurs manifestations, leurs marches, etc. Alors qu'ils avaient suivi la procédure. Donc MRC se met dans une procédure en disant je refuse, un peu comme Rosa Parks avait fait aux États-Unis, où elle avait violé la loi en s'asseyant sur une place qui était réservée aux Blancs. C'est un choix politique. Et lorsqu'on regarde donc la loi et qu'on essaye de l'appliquer d'une manière froide, on se rend compte que lorsque une manifestation est interdite et que vous allez marcher, vous pouvez être arrêté. Ils ont été arrêtés. Et il ne faut pas oublier autre chose. Hier, j'étais sur un plateau, je le disais d'une manière froide également. Il y a une vidéo qui circule quand même. Qui circule, où on voit Paul-Éric Kingé, qui explique comment ils avaient projeté envahir les ambassades étrangères la veille de la prestation de serment du président de la République. C'est suivi, je peux vous l'envoyer, tout le monde l'a suivi. Où ils étaient 38, il y a 37 qui ont été d'accord. Le lendemain, ils ne l'ont pas fait. C'est pour cette raison que lui, il n'était pas content parce qu'il était question qu'on envahisse, qu'on y mette de force, qu'on chasse l'ambassade mis par le gouvernement en place et placer les ambassadeurs du MRC un peu comme à la méthode, comme cela s'est fait en Côte d'Ivoire. C'est clair et net. Tout à l'heure, mon collègue, mon co-panéliste côté, vous expliquait que le gouvernement a toutes les informations. Lorsque ça se passe, il y a, même dans les ambassades, on a des agents de renseignement.
même dans ces partis politiques, il y a des agents de renseignement qui donnent l'information. Donc, ils étaient au courant de ça. Si on se base sur ce problème-là, le fait que le MSC vienne dire que non, on n'a jamais fait ceci, pour moi, c'est pas vrai. Il y a quand même... Maintenant, ceci dit, et ce que j'aime toujours, je soutiens toujours, dès lors que cela est acquis, la loi permet au président de la République d'arrêter toute procédure en matière pénale à n'importe quel moment, que ce soit devant le procureur, si c'est engagé par le procureur, ou devant les tribunaux civils, ou devant le tribunal militaire. Il peut le faire. Et nous pensons que pour une décrispation de la situation actuelle au Cameroun, il est de notre intérêt à libérer ces 200 personnes, parce que parmi elles, il y a naturellement beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent, qui ne sont pas, qu'on ne peut pas déclarer comme étant auteurs des actes qu'on leur reproche. Parfois on nous parle de la cuisinière de M. Zonga qui s'est retrouvé. Il y a des journalistes qui ont même été arrêtés, d'autres ont été libérés. Il y a des personnes qui sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui ont été embastillées. Moi je pense que pour la description de la situation, il faudrait penser à les libérer. Mais dire, comme certains le disent, que vraiment ils n'ont rien fait, je dis, sur le point de vue pénal, si on applique la loi de manière stricte, ils ont fait. Ils ont fait sur la base en se disant que c'est un acte politique qu'ils ont posé et qu'ils assument. Maintenant, je voudrais peut-être terminer par là. Je suis un peu gêné chaque fois que les gens qui sont de mon parti ou sont proches de mon parti considèrent que chaque fois qu'il y a une intervention ou un regard d'un tiers sur notre vie, c'est de l'ingérence ou c'est de la déstabilisation. C'est noyer le poisson. C'est noyer le poisson pour moi. C'est-à-dire qu'il faut être objectif et se dire quand même pour vous relancer, M. Joseph-Claude Biliga, il y a quand même quelques députés de la droite au sein de ce Parlement qui ont prononcé à la fois un discours suffisamment inquiétant sur le niveau d'ingérence, notamment la crise dans les régions d'expression anglaise, où on parlait d'un financement qui viendrait de l'extérieur. Le fait qu'il y ait des députés au sein justement de ce Parlement européen qui font allusion à cette crise de sécession qui semble alimentée par des forces extérieures, ne vous paraît pas suffisamment inquiétant et grave? Pourquoi voulez-vous donner beaucoup plus d'intérêt à deux personnes qu'aux dizaines qui ont eu à intervenir? Non, je dis, le Front National, nous savons à peu près sa ligne éditoriale, ou bien sa ligne de politique, contre tout ce qui est dit par ceux de la gauche ou du centre, etc. Non, c'est pas ça le problème, moi je pense. Je pense, et c'est même bien qu'il y ait ce genre de divergence. Oui. Mais le problème est celui-ci. Nous qui sommes quand même là, qui voyons comment ça se passe. Parce que quoi qu'on dise tout à l'heure, et mon confrère l'a si bien dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'une dénonciation pour savoir ce qui se passe en France. Les gilets jaunes, moi je sais ce que je peux vous raconter sur les gilets jaunes d'une manière bien précise, donc je ne suis même pas député de quoi que ce soit, je ne suis pas français. Lorsque Mme Bachelet tense la France du traitement, par rapport au traitement qu'il fait sur les gilets jaunes qu'on arrête à l'appel, on ne parle pas d'ingérence. C'est pas, vous comprenez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir tout simplement que quand on parle du Cameroun, c'est là qu'il y a ingérence. On a vu l'Union soviétique, ou bien la Russie, ou bien les États-Unis parler des droits de l'homme en Russie, et vice-versa. Donc en réalité, nous sommes dans un monde unipolaire, pratiquement aujourd'hui, un village planétaire, où ce que vous faites est discuté et discuté. Ce qui est important, à mon sens, c'est pas de dire que non, ça c'est de l'ingérence, ça c'est de la déstabilisation, parce que si ce même gouvernement, l'Union européenne avait dit que ce qu'on est en train de faire au Cameroun est bien, le gouvernement est en train de bien faire, ça figurait à la première page des journaux camerounais, à la télévision, etc., les journaux de l'État. Donc il faut en même temps accepter que si on peut souvent on peut applaudir l'action que vous faites et que vous avez d'être content, soyez prêts également à accepter qu'on peut dire à tort ou à raison que ce que vous faites n'est pas bon. Et au lieu de dire seulement non, le palais ça doit relever la main en disant sa déstabilisation, c'est de l'ingérence, vous dire mais ce qu'ils disent, il y a des choses qui sont fausses. On l'a dit tout à l'heure. Moi, je ne dis pas que les décoteurs, c'est totalement faux. Il y a bien d'autres choses qui sont fausses dans ce qu'ils ont dit. Mais il y a d'autres choses qui paraissent vraies. Et si elles paraissent vraies, pour pouvoir progresser, prenons-les en compte. Ça me rappelle une histoire que je vous ai racontée sur ce plateau, je l'aimerais par là. Je me retrouve à Rome, en Italie, lorsque le Cameroun est déclaré premier pays corrompu. J'étais avec beaucoup d'une formation, et on était nombreux, beaucoup de gens de d'autres pays, des Caraïbes, de l'Europe de l'Est, des Roches, j'étais le seul Camerounais. Et j'avais été haï par
par mes amis. Et le gouvernement avait réagi en disant que non, vraiment, l'ONG, comment on appelle ça, Transparency International, c'est pas une ONG, c'est zéro. Mais on a tenu compte par la suite du classement pour pouvoir modifier et s'améliorer en créant des structures qui ont permis aujourd'hui que nous puissions partir de zéro. Moi, je pense qu'il faut lire cette résolution, non pas comme un acte de déstabilisation, mais plutôt comme un élément qui peut nous permettre de nous améliorer, d'aller plus loin dans le processus de paix qui est engagé. Moi, je le dis à toute honnêteté, le président de la République a fait beaucoup d'efforts et est en train de faire également, le gouvernement également, pour pouvoir répondre aux préoccupations. Encourageons-le à le faire au lieu de dire que c'est de la déstabilisation. J'ai dit ça que je terminerai, donnez-moi juste une seconde. Juste une seconde. Une seconde. Et tout à l'heure, on a parlé de méthodes de résolution des conflits. Dans certains pays, il y a ce qu'on appelle l'embauchement. C'est une structure d'embauchement. C'est une structure, et d'ailleurs, le barreau de bâtonnier de l'ordre, tout à côté parti, a reçu une délégation de l'embauchement. Ils sont venus parler au barreau, ça fait, je crois, une semaine. Et l'embauchement, j'en ai trouvé à Porto Novo au Bénin, il y en a, je crois, également au Rwanda, il y en a dans d'autres pays, où il y a une structure qui a pour but de régler les problèmes entre le citoyen et l'État, entre l'État et les partis, par exemple, dans un cadre de paix. C'est-à-dire qu'on essaie de résoudre des problèmes. C'est un peu comme, c'est un médiateur en fait, l'embauchement. C'est un médiateur, c'est une médiation. Et on peut bien passer par là également, à défaut de passer par l'éducation de trompade, on peut passer par là. On a vu le président français, par exemple, dernièrement, lancer une sorte de dialogue national, et il a voulu intervenir, au mieux été l'incendie qui a eu lieu à la cathédrale. Il va intervenir ce même jour, il va intervenir aujourd'hui ou demain par rapport à ce qu'il aura retenu. Donc, soyons prêts pour le dialogue. Ne considérons pas l'intervention des autres qui nous donnent de l'argent pour pouvoir financer nos projets comme étant de la déstabilisation. Je voulais justement qu'on en vienne aux conséquences d'une telle résolution. Serge Anthony Ongeni, c'est peut-être une alerte, comme on l'a dit, puisque la résolution, selon le docteur Adengoyo, n'a pas un impact contraignant sur le Cameroun. On n'est pas membre de cette organisation, de ce groupement économique, mais on entretient des rapports de coopération économique. Est-ce que l'une des conséquences pourrait être le gel de l'aide de l'Union européenne vis-à-vis du Cameroun? Tout est possible, c'est pour cela que moi personnellement je suis un peu gêné par le relativisme de Maître Biliga. Pourquoi? Parce que ce qui arrive aujourd'hui, la prise de position de l'Union européenne est conséquente à une suite d'événements. Vous n'allez pas me dire que l'Union européenne s'est saisie sur la base de rien. Nous partons de 2014 avec la crise du Boko Haram pour tomber sur la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Et entre-temps, il y a eu une élection présidentielle. Et tous les faits portent à démontrer que le Cameroun est sujet à une déstabilisation. Ça, ce n'est pas un débat, les faits sont là. Maintenant, comme vous le souhaitez, eux, ils réfléchissent à mener à mieux leur coup. Et il nous revient aussi de voir dans quelles meilleures conditions nous pouvons sortir de ce guet-apens. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'étranger, tous ceux qui attaquent le Cameroun, tous ceux qui ont écrit à l'Union européenne, parce qu'il y a un conglomérat ambazonien qui est en Angleterre, qui a écrit à l'Union européenne. Il y a des compatriotes qui sont partis de Bruxelles, qui sont partis de la France, qui sont retrouvés à Bruxelles, qui ont écrit à l'Union européenne. Il y a un lobbying sous-jacent. Et si aujourd'hui, l'Union européenne, alors que nous constatons tous qu'il n'a pas utilisé les mécanismes de rapport entre États ou alors entre parlements, si nous sommes d'accord qu'ils ont fauté là-dessus, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et quand vous voyez, certes, le docteur l'a dit, c'est une résolution qui n'est pas contraignante, mais elle laisse déjà entrevoir une logique. Parce que voyez-vous, Thibaut Nagui était ici il y a quelques semaines. Quand il est arrivé sur le terrain, avant, il a annoncé les couleurs. Quand il est arrivé au Cameroun, sur les faits, moi je sais, on lui a présenté certains faits saillants.
son discours a été un peu plus policé. Quand il est rentré aux États-Unis, après le Cameroun, c'est le Soudan. Ça, ce sont ses déclarations. Par la suite, nous avons la sortie de l'Union européenne. Ne me dites pas que c'est du hasard, ce n'est pas du hasard. Tout simplement, et c'est en cela que je disais que moi je suis content parce qu'en pleine Semaine Sainte, tout se dessine. Mais le Cameroun a une chance. C'est que les Camerounais aiment leur pays. Et les Camerounais sont prêts à tout pour défendre leur pays. Parce que voyez-vous, maître, tout ce qui se passe au Cameroun à l'heure actuelle est en partie dû à nombreux Camerounais qui sont manipulés. À l'heure actuelle, vous avez la basse, le code qui a muté. La semaine dernière, peut-être vous n'êtes pas au courant, on a encore failli casser l'ambassade de France le 13. Moi, depuis le Cameroun, avec un réseau que nous avons monté, le réseau des Patriotes, nous avons empêché cela. Avec une centaine de Camerounais qui sont allés à l'ambassade. Les images sont là. Et vous croyez que tout cela, ils vivent en territoire européen, ils ne sont pas inquiétés. Vous avez des individus comme Calibro, à la tête de la base, qui est un Malien, mais qui, en plein État français, n'est inquiété. Certains partent de la Suisse, se retrouvent en France, ils partent de l'Italie, ils mouvent de gauche à droite. C'est pour vous dire quoi, Monsieur Yves? Nous devons faire très très attention. Nous devons être très prudents. Parce qu'aujourd'hui, on peut se retrouver face à des sanctions. On peut se retrouver face à des gels d'avoirs. Parce qu'on veut nous amener vers un schéma. Puisque nous ne sommes plus véritablement dans un état, un esprit de dialogue. Puisqu'il n'y a pas eu de mission. Et ils n'ont même pas évoqué qu'il y aura une mission. Bien plus, et c'est ça qui m'inquiète à votre question, ils n'ont pas fait allusion à ceux qui attaquent le Cameroun, à ceux qui portent un coup. C'est ça le danger dans cette histoire. Parce que regardez, moi je suis d'accord, Maître Biliga, il parle, c'est très bien, mais ceux pour qui nous sommes dans cette situation, qui veulent voir le Cameroun tomber, disons ce sont nos frères, ce sont nos compatriotes, on ne fait pas allusion à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils ont raison de tuer. Je vous faisais encore état des morts. Hier encore, on a enlevé 2 soldats hindous. Vous croyez que c'est quoi? Et on accuse l'armée, alors qu'on enlève les soldats, alors qu'on enterre les soldats vivants. Pourquoi ils ne le disent pas? C'est un problème. Il est donc important pour nos gouvernants de faire très attention et que la diplomatie silencieuse du Cameroun, parce qu'au moins, je suis l'un de ceux qui croient en la diplomatie silencieuse du Cameroun, qu'elle se mette vite en branle. Et c'est l'occasion aussi de saluer la sortie du président du Sénat. Il faut que le ministre des Relations extérieures aussi, qu'il sorte, que les ambassadeurs, qu'ils sortent, que la société civile aussi, qu'elle sorte. Non pas pour dire que tout ce qui se passe est bien ou en faveur des gouvernants, mais pour dire que, comme le président Sambaka le relevait, davantage, mettons-nous ensemble, pour sortir de cette situation. Parce que pour moi, et je chuterai par là, l'enjeu de toute cette histoire, c'est cette nouvelle mandature du président de la République. Parce que, voyez-vous, c'est une guerre de succession. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut dire. L'Union européenne voit flou. Les États-Unis, ils voient flou. Qu'est-ce qui sera? Parce que partout, on a presque eu des dessins de qui peut remplacer qui. Au Cameroun, on ne voit personne. Il faut venir jeter le trouble. C'est la vérité. Très bien. Que vous soyez du RDPC, de la société civile, de l'opposition, c'est ça l'enjeu. Je vois que nous ne devons pas tomber là-dedans. ne partage pas votre avis, mais je vais évacuer quelques SMS avec votre permission. Bonjour, le gouvernement doit faire tout pour trouver des solutions aux différentes crises que traverse le pays. L'Union européenne n'a rien à voir avec le Cameroun. C'est El Béchi qui a écrit ce message. Si Paul Biya aime le... Écoutez, votre message déjà est illisible. Bonjour, monsieur en cravate rouge. Je lis vos messages, j'ai du mal à... L'Union européenne a un représentant au Cameroun. Il est le principal informateur du Parlement européen. Par ailleurs, tous les ambassadeurs des pays européens rendent compte à leur chancellerie. Donc, sans venir au Cameroun, on peut avoir une opinion, fût-elle vague. Autre message, j'en ai reçu tellement.
quand nous avons besoin d'aide, nous faisons appel à la communauté internationale. Et quand nous devenons dictateurs, on parle d'ingérence. Il faut signer vos messages. L'ingérence de l'Union européenne est inacceptable. Pourquoi le Parlement africain n'interpelle pas la France sur les exactions sur les gilets jaunes? Gustave de Bafia qui a écrit ce message. Je suis très surpris quand les gens dans un débat estiment qu'il est plus patriote, que c'est un danger. C'est Flaubert de Douala. Flaubert, votre message n'est pas achevé. Merci Papa Sambaka. Ils comprendront un jour ce que vous expliquez depuis plus de 25 ans. La politique de l'autruche. Ils font la politique de l'autruche. Je vais évacuer un dernier message. Good morning to the panel. The person who talk flow after Sambaka is Lawyer. Oui, justement, he doesn't know anything about the anglophone issue. Anglophones are doing on daily basic in town, village, in forest. Je reçois tellement de messages. Merci pour votre fidélité à ce programme. Je voudrais qu'on avance avec la deuxième dorsale de cette émission qui a finalement une petite imbrication avec le premier thème. Vous allez peut-être faire des propositions, mais puisqu'on avance sur le temps, vous allez revenir sur les propositions. Paul, qu'on s'arrête sur les manifestations publiques. C'était le deuxième thème. On en parle beaucoup, les interdictions de manifestations. La question fondamentale est de savoir finalement s'il y a une politique de 2 fois 2 mesures. La rigueur de la loi dont parlent les autorités aujourd'hui s'applique finalement des formations politiques spécifiques? Ouais, je dirais que, en principe, les manifestations publiques, ça devrait normalement se faire. Parce que déjà, c'est un acquis dans la Constitution, le droit de manifester. C'est bien dans le préambule et un peu partout. Bon, mais au Cameroun, comme depuis un certain moment, on voudrait rendre la chose un peu plus rigoureuse, ne pas donner les autorisations n'importe comment. Et quand on regarde bien, quand on dit 2 poids 2 mesures, je dis oui, l'opposition souffre tellement avant d'avoir une autorisation. Donc, au niveau du parti au pouvoir, le RDPC, non, la cour est libre. Mais au niveau de l'opposition, vraiment c'est très difficile, le chemin est long pour obtenir une autorisation. Si vous constatez bien, à un certain moment, avec les marches SDF, pour nous SDF, nous marchons, nous déposons bien nos déclarations. Il arrive même que certains sous-préfets, comme tout dernièrement, le sous-préfet de Douala, premier avait accepté, mais quelques heures avant, il retire et interdit la manifestation. Vous voyez donc si c'était le RDPC, ça n'aurait pas eu lieu de cette manière. Nous avons pu... Est-ce que ce refus-là ne s'explique pas par, entre guillemets, l'irresponsabilité présumée de l'opposition? Trouble à l'ordre public. Est-ce que l'opposition est responsable? Là est ma question. Pour suffisamment... Dans ce cas, il y avait plusieurs partis qui devaient... L'opposition est-il suffisamment responsable pour organiser ces manifestations? Oui. Mais pourquoi pas? Quand nous avons un itinéraire, nous avons au niveau du SDF ce qu'on appelle le vanguard, et c'est une sécurité. Si nous organisons une manifestation sur un tronçon, nous allons superviser. Et nous allons tout faire pour qu'il n'y ait pas de trouble. Mais il y a toujours ce mot, menace de trouble à l'ordre public. Mais pourquoi le RDPC lui manifeste tout le temps? Même le RDPC, au RDPC, non, nous disons, Maître Biliga, je crois que... Vous pouvez réagir à Maître Biliga, de toute façon, l'émission sera interactive. À tout moment, même le RDPC peut avoir une autorisation, même un jour non ouvrable. Si vous avez bien observé tout dernièrement, il y a eu une manifestation qui devait se dérouler à Yaoundé. Le SDF, avec sa section, ou bien la région du centre, a pu organiser aussi une manifestation ce jour. Et c'est quand le système en place a vu que ça pouvait faire un trouble que le sous-préfet était obligé d'interdire. C'était le collectif 300 plus diaspora. Voilà. Vous voyez donc qu'avec ça, les partis d'opposition transpirent avant d'avoir vraiment une autorisation. Je veux dire, nous avons pu dernièrement, nous, SDF Douala Saint, nous avons organisé une conférence. Il a fallu expliquer, démontrer
au sous-préfet que nous n'irons pas sur la route parce qu'on l'a fait à IPF dans un cadre clos et fermé. C'était bien. Voilà là où nous avons attaché. Maître Claude Biliga, oui, allez, Maître Claude Biliga, sur les manifestations publiques, effectivement, c'est la grande question. On a l'impression que l'autorité, notamment le MINA, durcit le temps pour ce qui est des manifestations d'une certaine opposition, mais qu'au niveau justement du pouvoir, le parti du RDPC a la latitude de manifester aisément, sans être inquiété. Est-ce que ce n'est pas une politique de deux poids, deux mesures? Il faut noter une chose, c'est qu'en fait, d'une manière globale, les marches de manifestation des partis politiques sont plus conflictuogènes. Sont susceptibles d'être plus conflictuogènes que lorsqu'il s'agit de manifestations du parti au pouvoir. Parce que les manifestations du parti de l'opposition, c'est des manifestations de contestation d'une manière générale. D'une manière générale, on conteste l'ordre établi. Il est fort évident que lorsque les gens manifestent pour contester, il y a de fortes chances qu'il y ait... Est-ce que c'est interdit par la loi des manifestations de contestation? Qu'il y ait d'infiltration des casseurs, etc., etc. Vous voyons l'histoire qui se passe aujourd'hui en France avec les Gilets jaunes. Il faut bien voir. C'est une manifestation de contestation où on a pratiquement détruit l'un très bon restaurant où Samba Kelmon a eu l'occasion d'aller, le Fouquet, sur les Champs-Élysées. C'est pour vous comprenez. Voilà donc par exemple un exemple de manifestation. Vous ne verrez pas une manifestation de NDPC en train de dégénérer de cette manière-là. C'est un exemple que je donne. Oui. Maintenant je dis donc c'est plutôt l'une des raisons. Mais ça ne veut pas dire que toutes les manifestations d'opposition peuvent être susceptibles de créer de tout l'ordre public, puisque lorsqu'il y a par exemple la campagne électorale, on a bien vu des manifestations se dérouler sans qu'il y ait de problème. Moi ce que je dis, et ma position est la toujours celle-là, elle est constante, c'est que pour moi, c'est contre-productif d'interdire des manifestations de l'opposition. Nous sommes un pays, ou l'un des rares pays, où il y a de liberté d'expression autant. Ce que nous disons sur les plateaux de télévision ici, dans plusieurs pays africains, de même niveau que nous, même européens, on ne peut pas le faire. Il y a des pays aussi, qu'on connaît, je ne sais pas de nom, qui n'ont même pas de télévision privée. Ici, il y en a plein, donc on dit plein de choses. Lorsqu'on interdit, par exemple, une conférence de presse dans un cadre restreint, et que le lendemain, ces mêmes personnes ont droit de participer sur 4, 5 ou 6 chaînes de télévision, ils ont beaucoup plus de chances de passer leur message à travers des milliers de personnes, des millions, alors que dans un cadre bien restreint, ils avaient 20 personnes qui viendraient avec quelques journalistes qui vont venir faire un petit cinéma. Excusez-moi, je parle pas mal de journalistes, qui vont venir faire un petit reportage qui passera 1 minute, maximum 2 sur la chaîne et on va oublier. Or, lorsqu'on interdit, ça prend de l'ampleur, on écrit dans les journaux, sur les réseaux sociaux, et on n'est pas surpris que demain, l'Union européenne vient de dire qu'on interdit, que la liberté de presse ou la liberté est restreinte au Cameroun, alors qu'elle est vraiment réelle. C'est ce que je dis pour moi, c'est contre-productif. Mais je comprends un peu les sous-préfets. Ils ont peur pour leur parce que c'est à eux que la loi demande. Il y avait le sous-préfet et le chef de district. Ils ont peur. Ils se disent que même une manifestation qui est censée être une manifestation qui ne troublerait pas l'ordre public, elle peut dégénérer. Et si elle peut dégénérer et devenir, par exemple, qu'il y ait des casses, c'est d'abord à eux qu'on va taper sur les doigts. Et ils ont donc ce qu'on appelle le principe de précaution qui voudrait que lorsqu'ils ont peur, à travers un certain nombre d'informations qu'ils peuvent recevoir, fait que s'ils donnent la liberté, qu'ils donnent le récépissé et à une manifestation, à une déclaration de manifestation, ça peut retomber sur eux. Par prudence, ils préfèrent. Mais seulement, parce que c'est là où je dis, on est quand même dans un état de droit. Il y a la possibilité qui est donnée à la personne à qui le sous-préfet refuse, ou bien interdit une manifestation, ou bien refuse de donner le récépissé, de saisir le juge. C'est ça, le juge du tribunal de grande instance, c'est lui qui est compétent, le tribunal de grande instance qui est compétent dans cette matière-là. Donc en fait, la loi, le législateur prévoit la possibilité pour le sous-préfet, contrairement à ce que certains ont toujours dit sur le plateau, que non, il n'a pas le droit, s'il a le droit d'interdire. Il a le droit soit de donner un itinéraire modifié, soit de l'interdire. Et si l'interdit, la personne requérante a le droit de pouvoir saisir la justice. Et moi je dis, pourquoi ne pas? Si chaque fois qu'on vous l'interdit, vous saisissez la justice, à un moment donné,
soit la justice sera fatiguée, ou bien le gouvernement va comprendre que c'est quand même trop de procédures, etc. Et peut-être qu'il va changer. Donc au lieu de braver la loi comme certains l'ont fait, en voulant à tout prix marcher, et essayons de saisir la justice, et avec des procédures de justice, on finira par peut-être faire évoluer les choses. Cyril Sambaka, est-ce que le volet contestation, qui semble coller à l'étiquette d'une certaine opposition, peut justifier aujourd'hui cette mesure de prudence et ces évocations de troubles à l'ordre public? Vous êtes d'accord avec moi qu'avec cela, nous pouvons dire que les libertés et la démocratie sont renvoyées à plus tard. Parce que si, après 30 ans de multipartisme, on en est encore à la case départ, où il y a des suspicions, où on a peur que... Ça veut dire que à la base, on n'a pas créé les conditions pour qu'il y ait un véritable multipartisme et une véritable démocratie. Je commence déjà par un point. Nous sommes un pays dit démocratique, où il y a une opposition qui n'a pas de statut, où on travaille sur la base de la tolérance administrative avec tous les juristes que nous avons au Cameroun et toutes les lois que nous avons. Mais nous préférons travailler sur la tolérance administrative. Nous préférons travailler avec des opposants qui en réalité sont des voyous parce qu'ils n'ont aucun statut. Vous voyez? C'est un peu cette image du colon blanc qui arrive en Afrique parce qu'il veut travailler pour sa mère patrie, il veut que à l'Hexagone que les populations vivent heureux. Ce colon s'en va. Qu'est-ce que nous avons fait pour sortir de notre esprit cette méthode de gouvernance coloniale et mettre dans notre tête que nous sommes devenus des Camerounais entre nous et que ceux qui travaillent dans l'administration doivent être des facilitateurs, des encadreurs. Tout ça demande un lavage de cerveau. Parce que, chose facile, le blanc profitait, il avait 3 domestiques, il avait ceci, il avait cela. Quand le colon noir blanchi le remplace, vous voyez, lui il voit son intérêt égoïste. Il ne voit pas que maintenant son pays est devenu indépendant et qu'il faut aller vers le succès, vers le développement. Si nous ne prenons pas ça en compte, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe là. Parce que ce qui se passe, c'est que l'administration a tué le Cameroun. Mais pourquoi? Mais parce que nous avons une administration de colonie. Parce que nous avons une école qu'on appelle l'ENAM, qui devait être remodelée et avec des programmes, avec un code éthique, avec le patriotisme enseigné, devait nous amener tout droit vers le développement. Mais ils ont gardé les modules que le colon a laissés. Et ils continuent à travailler comme ça. Donc si nous ne remettons pas tout ça en cause par un dialogue autour d'une table, pour voir comment est-ce que nous souhaitons le nouveau Cameroun, le Cameroun de demain, le Cameroun de nos enfants, le Cameroun de nos petits-enfants, alors ça va poser des problèmes parce que nous tous, nous nous retrouverons dans la situation de Tandem Mouna, nous nous retrouverons dans la situation de John Goufoncha et nous nous retrouverons dans la situation de Moukete. Il faut qu'on se parle. Docteur Raymond, sur les manifestations publiques au Cameroun, la situation est-elle suffisamment critique? Il vous convenez avec moi que lorsqu'on évoque toujours la question de liberté, on a beaucoup à dire parce que on se retrouve entre avancées théoriques et hésitations pratiques. Vous voyez, moi, le seul regret que j'ai, c'est que le droit devient instrumentalisé. Et quand on va dans le régime des manifestations publiques, la loi est claire, suffisamment claire. Je suis heureux de savoir qu'il y a des maîtres ici, des praticiens du droit, et je suis également heureux de la position de Maître Biliga qui relativise le temps, parce qu'il fait preuve quand même d'honnêteté intellectuelle. Vous savez, la loi, elle est claire, mais malheureusement, on instrumentalise la loi, ça devient un alibi. La manifestation en démocratie, le principe, c'est la liberté. L'exception, c'est juste la restriction. Et il faut même bien comprendre l'esprit du législateur de 90 dans cette loi. Quand il dit on peut
lorsque vous avez déposé votre déclaration, on vous délivre immédiatement le récépissé. Et lorsqu'il faut même peut-être modifier, il commence d'abord par le changement d'itinéraire. Vous voyez, il y a quand même une gradation. C'est-à-dire l'interdiction vient en dernier recours. Et maintenant, l'une des choses également qu'on a pu réussir à instrumentaliser le droit, c'est que la notion d'ordre public est floue, indéfinie, Yves. Alors, chacun y met son contenu, chaque autorité administrative y met son contenu. Et vous allez vous rendre compte que certaines manifestations qui sont interdites procèdent d'une présomption d'irresponsabilité. Or, en droit, je ne pense pas que c'est d'abord la présomption d'irresponsabilité qui est mise en avant. C'est la présomption de responsabilité. Il y a quand même une notion de présomption comment on appelle ça, la notion... Le thème échappe, je vais revenir. Voilà. En fait, c'était pour dire que moi je pense que on gagnerait dans un état de droit à laisser tout citoyen exprimer sa liberté. Bon, maintenant, nous avons, tous les grands maîtres ici savent que quand vous déposez votre déclaration, vous dites à l'autorité que je vais, voilà ma manifestation qui va se tenir tel jour, tel lieu. L'autorité maintenant prend les dispositions nécessaires pour vous accompagner, pour vous encadrer. Parce que l'autorité va donc dire que okay, vous voulez manifester, mais des gens peuvent s'infiltrer. Alors, vous signez même que vous êtes responsable. Vous êtes responsable, vous mettez, vous voyez, donc c'est un peu ça le problème. Et vraiment, je suis gêné parce que le droit qu'on nous a enseigné, la théorie pure du droit qu'on nous a enseigné, aujourd'hui, cette théorie-là... Docteur, je parle du principe de précaution. Oui. Le principe de précaution, c'est un principe de droit également. Tout à fait, même. Qui veut que l'administrateur, qui a des informations que ni toi ni moi nous n'avons, puisse se dire que si je permets d'autoriser cette manifestation, elle peut dégénérer. Mais tout sauf que cette précaution nécessite la motivation. On ne lui pardonnerait jamais de n'avoir pas pris cette précaution. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il y a 1% de possibilité pour que la manifestation dégénère, le sous-préfet peut bien dire que par principe de précaution, je préfère protéger le groupe, l'ensemble, quitte à violer. Mais on aurait voulu mettre que le principe de précaution soit quand même motivé. Parce que c'est quand même l'exercice d'un droit. Là, donc quand vous me restreignez l'exercice de mon droit, motivez. La loi dit que, c'est qu'on prend un arrêté. Oui. L'arrêté, c'est un acte administratif. Mais dans le cas d'espèce qui est connu, non pas par le juge administratif, mais par le juge civil du tribunal de grande instance. Il motive cet acte. C'est sur la base de l'arrêté que vous allez saisir le juge connaissant compétent dans cette matière-là. Et c'est peut-être la dernière fois, vous avez vu, avec le ministre, avec la MRC, le ministre de l'administration territoriale, ils ont saisi le juge. Oui, tout à fait. Moi, je dis que dans un état de droit, prenons cette habitude de saisir le juge. Oui, mais et ça va peut faire évoluer la loi ou bien le comportement de sous-préfet et autres. Ce que nous décrions, Yves, c'est qu'effectivement, la démarche, elle est juridique, comme elle vient de démontrer, c'est clair. Mais nous, quand même, nous nous interrogeons sur le nombre de refus de manifestations de certaines personnes ou certains partis par rapport à d'autres. C'est quand même ça qui nous amène un peu à nous interroger en disant, mais attention, est-ce qu'il n'y aurait pas là une politique de 2 poids 2 mesures? Nous raisonnons simplement, objectivement, vous voyez, sans parti pris. Comme Med l'a si bien dit, pour décrisper l'atmosphère dans laquelle nous sommes actuellement, il aurait été intéressant que l'autorité en laisse les partis politiques jouir de leur droit de liberté de manifester. Ça, tout au moins, c'est un pas excellent vers la résolution d'un certain nombre de crises, vous voyez. Donc, du moment où vous me restreignez même déjà mon droit, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on va toujours le dire. Serge Anthony, est-ce qu'on va embastiller l'opposition au Cameroun au nom de ce principe de précaution et qu'évoquait Maître Joseph-Claude? Non, je ne pense pas que l'on veut embastiller ou que l'on est en train d'embastiller l'opposition. Je pense plutôt que nous avons un problème de contexte. Le contexte camerounais, depuis quelque temps, il est un contexte assez difficile et qui est sujet à une fragilité qui pourrait amener le Cameroun à être face à certains mouvements incontrôlables. Et c'est ce qui justifierait certainement que les sous-préfets, qui sont l'autorité habilitée à délivrer les autorisations,
choisissent beaucoup plus le principe de précaution. Je le dis pourquoi? Parce que moi qui n'ai pas un parti politique, qui ne suis pas un parti politique, j'ai été moi-même victime. Il y a parfois, je suis allé prendre des autorisations dans les sous-préfectures à l'arraché. Donc ça veut dire qu'il a fallu que j'interpelle à gauche, j'interpelle à droite pour que voilà, alors que je faisais des actions républicaines. Donc il y a quand même une frilosité qui pose un certain nombre de problèmes et ça devrait, à mon sens, amener l'État à réfléchir déjà sur les personnes, parce que quand vous allez quand même vous solliciter à manifester, c'est d'abord une personne qui s'engage, même au travers d'une institution. Il y a la crédibilité au niveau de ces personnes-là qui est importante. Et je pense quand même que les services de sécurité devraient à suffisance faire leur travail pour aider les sous-préfets à prendre des décisions dans la célérité et qui vont dans le sens de favoriser le maximum de manifestations publiques parce qu'il va de la responsabilité qui vous engage quand vous décidez d'organiser une manifestation. Et j'ajouterais aussi que il y a aussi un problème qui se pose, c'est sur la moralité aussi des hommes politiques. Hein. Il y a un problème avec la moralité des hommes politiques parce qu'on les scrute aussi. Voilà. Ils sont très peu, comme le président de l'UDC et son grand président, qui ont une notion de relativisme. Parce que voyez-vous, il y a parfois, vous avez un chef de parti politique ou un responsable d'un parti politique qui va demander une autorisation de manifestation, mais qui, avant que celle-ci lui soit délivrée, est déjà en train de tenir certains propos ou des communications par des voies diverses, qui contrastent avec l'objet qu'il a mentionné dans sa demande. Ça fait donc que tout cela rentre dans ce que moi j'appelle le jeu politique, parce que les politiciens même de l'opposition instrumentalisent aussi cette question. Et les sous-préfets aussi se plaisent à rentrer dans ce jeu, parce que quand vous voyez, il y a certains partis politiques qui sont prêts à vous citer qu'ils ont demandé 100 fois à manifester, qu'on leur a refusé 90 fois. Mais il y a aussi des partis politiques, je suis même certain, un parti comme l'UDC, que s'il a demandé 50 autorisations à manifester, qu'il en a eu au moins 48, je suis plus ou moins certain, parce que sur le plan de la société, ils ont une certaine éthique qui oui, ça c'est vrai, il faut aussi... Oui, mais vous pouvez rebondir, hein. Il y a une certaine éthique, non, il faut le dire, il y a aussi des bons partout, même dans l'opposition. Ils n'ont peut-être pas le même poids que vous, mais il y a aussi des partis politiques qui sont responsables et d'autres qui le sont moins, pas irresponsables, mais qui le sont moins. Donc tout cela rentre dans le jeu politique et ça donne ce que ça donne. Pour ajouter de l'eau dans son moulin, hein, on a quand même vécu on a vu ce que le SDA a fait une fois là, ils avaient obtenu le récépissé pour une manifestation. Le lendemain, c'est tous les journaux qui en parlaient, c'est d'autres partis politiques qui devaient s'y associer. Ça cessait d'être une manifestation du SDF pour être une autre manifestation qui n'avait rien à voir avec l'objet de la requête du dépôt de la déclaration faite par le député Jean-Michel Miché, on se souvient. Tout à l'heure, je parle de principe de précaution. Voilà un exemple bien patent. Février 2008. Voilà, troisième. Jean-Michel Nietzsche engage une marche. Rond-point, Madagascar. Combien de morts il y a eu? Combien de... Ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Sidem est parti là. Voilà. 5 milliards de francs. Voilà une déclaration, une marche simple qui a dégénéré et qui a créé pas mal de problèmes. Et je dis, ce principe de précaution est important. Interrogeons l'histoire. La Tunisie, ça a commencé comment? Un chômeur licencié qui s'auto-mutile, mutile, ouais. Oui, mutile. C'est immolé. Ça fait tomber un régime. Nous voyons récemment au Soudan, c'est une jeune dame. Regardons au Burkina Faso, regarde, il suffit tout simplement d'une étincelle. Si le gouvernement ne prend pas des précautions pour apprécier que la marche qu'on doit faire là maintenant, c'est-à-dire la manifestation qu'elle a, peut dégénérer. C'est pour cette raison qu'il a si bien dit. Si c'est le SDF, l'UDC qui fait sa marche, vous êtes sûr qu'on ne va pas interdire.
on interdira difficilement parce que c'est l'UDC. On sait que c'est un pardon. Maître Paul Faïré, vous allez ajouter quelque chose. Un petit mot. Oui, oui. Je voulais préciser que dans tout ce que nous faisons sur le champ politique, n'oublions pas que nous restons des États fragiles. Bon, je veux Maître, bien dire... la moralité de certaines formations politiques. Non, pas le SDF, bien sûr. Le SDF a une bonne moralité. Nous savons ce que le SDF fait dans ce pays. Je ne voudrais pas dire... on a parlé de l'UDC, je sais. Nous sommes des partis Son président était un exemple. Oui, mais le SDF a aussi le modèle. Ça, c'est le modèle. Je veux dire, pour le SDF, les manifestations, Maître Biliga a parlé tout à l'heure, quelque chose, lors d'une manifestation, il y a eu un trouble. Mais posons-nous la question, qui trouble? Des pandas aussi. Hein. Oui, mais tout dernièrement, nous avons siégé à IPEV, il n'y a pas eu de trouble. C'était une réunion. Non, bah, oui, non. ça c'est... Alors, c'est pas le même non, régime. à un certain moment, ils vont jusqu'à nous interdire cela, de ne pas accorder cela. Il faut vraiment utiliser beaucoup de rhétorique avant d'y arriver. Moi, je dis pour les réunions, on n'a pas vous interdire des réunions. Parce que si on vous interdit, vous venez à la télévision parler de la réunion. Mais il y a eu beaucoup de cas où on a toujours essayé de dire qu'il y aura trouble. Parce que quelque chose est là, le sous-préfet a le terme là très collé à la peau. Il y a risque de trouble à l'ordre public. Pour refuser l'autorisation au parti d'opposition. Et peut-être parce qu'il y a des antécédents au sein de votre Les formation. antécédents, mais nous avons évolué. Même tout à l'heure, quand M. Biliga évoque quelqu'un qui s'est immolé pour qu'un système bascule à un certain moment, pourquoi ça ne basculerait pas? S'il faut basculer, pas pour basculer, mais pourvu que ça change. Mais on constate aussi que ça n'a pas changé ailleurs. C'est ça notre préoccupation, nous jeunes. On constate qu'il y a eu ça. Non, ça n'a pas changé. Les systèmes ont changé. Non, c'est comme Bégrave. Non, le système n'est pas la garantie du bien-être du peuple. Et c'est cette différence que nous vous appelons à faire. Je veux seulement dire ce qui est là. Mais pas Yéré, oui. je vais me très loin. Dites-moi, dans ces pays, surtout en Afrique de l'Ouest, là, où il y a eu un changement de régime. Qu'est-ce que ça a apporté? Quel est celui qui a apporté la liberté? Je donne un exemple banal, le Bénin. Une élection qui va avoir lieu, il n'y a pas un seul parti d'opposition qui concourt. Non, je donne un exemple. Voilà un exemple. Combien de personnes sont en prison de détention on a eu lieu en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. Mais c'est voilà, donc je veux dire que vous, l'opposition, vous dites toujours que dès qu'on va changer, ça parle, mais ça nous parle. Non, il n'y a pas de Ah non. C'est vrai, mais nous sommes sur un terrain. C'est différent. Cyril Sambaka, pour sortir de ce sujet, oui. j'évacue quelques SMS avec votre permission. Le seul parti au Cameroun libre de manifester, de faire des réunions et autres sans souci, c'est le RDPC. Pour le reste, c'est un parcours de combattant. Il ne peut plus parler là d'état de droit, de liberté et de démocratie. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Nous vivons... écoutez, M. Thierry Mendon, dictature, c'est quand même un mot excessif. Maître, objectivement, est-ce que le nombre d'hommes en tenue qui sortent pour interdire une manifestation ne suffit pas pour l'encadrer? Vous pouvez peut-être répondre, Maître Joseph-Claude Biliga va y répondre. Pourquoi le dialogue inclusif demandé par tous les Camerounais pour revoir la fameuse constitution coloniale et le code électoral camerounais ne voit-il pas le jour? C'est Maître Maï qui nous a écrit ce message. Cyril Sambaka, pour sortir de cette question sur les libertés et les manifestations publiques, peut-on véritablement trouver le juste milieu? Oui, moi je vais vous dire, hein, parce que quand on évolue dans la vie, c'est qu'on a parcouru un chemin, on l'évalue et on voit qu'est-ce qu'il faut corriger. Mais comme je vous disais tout à l'heure, entre 1990 et aujourd'hui, rien n'a changé. C'est-à-dire que la tolérance administrative dont je parlais, c'était précisément cela. C'est-à-dire que le sous-préfet, pour préserver l'ordre public, peut interdire votre manifestation. Mais c'est à lui de juger. Donc, c'est lui qui peut tolérer votre manifestation ou pas. Donc, en fait, on maquille les lois pour, au niveau international, dire que nous sommes inscrits dans la modernité. Mais dans la pratique, on voit toujours que ce qui se passe au fond est quelque chose qui n'est pas correct. Moi, je vais dire oui. Moi, j'ai été encerclé. Parce que j'organisais les journées républicaines qu'on organise dans le parti une fois par mois. Et très souvent, ça s'organise à Yaoundé, où on met ensemble les organisations de la société civile, les partis politiques et même l'administration. On a des experts qu'on fait venir sur un thème qu'on développe.
Alors moi, je me plains. Je dis, ben non, ça se passe qu'à Yaoundé, il faut que ce soit tournant. Je reçois à Yaoundé, à Douala. Vous comprenez? Et quand je reçois à Douala, on encercle, il y a les Mami Ouattara partout. Vous comprenez? Donc moi-même, j'ai vécu cela. C'est pour ça que je dis, c'est très embêtant. Vous voyez? Qu'on veuille qu'un parti politique, qu'un gouvernement, c'est-à-dire utilise son pouvoir pour dire oui, tu vis, oui, tu ne vis pas. Vous comprenez un peu cette histoire de coup de tête? Si je vais à gauche, tu es fini. Si je vais à droite, c'est ton bonheur. Non, on n'en est plus là. C'est ça la vérité. C'est comme ça qu'on mesure la démocratie. Déjà, parce que l'opposition est respectée, elle a un statut. Et puis, nos forces de l'ordre, nous les connaissons. Ils sont efficaces. Ils peuvent encadrer les manifestations. Ça ne pose pas de problème. Et on peut restreindre, mais ne pas interdire. C'est là où on voit qu'on évolue. On vous dit, non, la manifestation que vous voulez faire de tel point à tel point, ce n'est pas possible. Vous allez faire de tel point à tel point. On va encadrer. Là, on sent qu'il y a une volonté de par le gouvernement d'évoluer, de ne pas museler les gens. Donc, quand je dis que nous devons nous asseoir, nous concerter, parfois, c'est parce que c'est nécessaire de dialoguer. Parce que si on continue à intimer les ordres, comme on faisait au temps de la colonisation, mais on n'avance pas. On piétine et, ma foi, vous vous rendez compte que les informations que nous avons, quand le commandant de brigade, quand le sous-préfet interdit les activités des partis d'opposition dans certains coins retirés de notre pays, ce n'est pas facile. Donc, vous ne pouvez même pas vous prévaloir de quoi que ce soit parce que même ce gouvernement ne vous reconnaît pas. Il n'y a pas de statut de l'opposition. Je le dis encore, dans les autres pays africains, allez voir. Ça existe. Chez nous, ça veut dire que vous n'existez pas. Merci messieurs, malheureusement le temps accordé à ce programme arrive à son terme. On n'a pas pu aborder la dernière thématique, on le fera peut-être dimanche prochain. Cyril Sambaka, vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, merci d'être venu ce dimanche. Merci également à Ahmed Joseph-Claude Biliga, avocat, RDPciste également. Serge Antonio Nguene, je vous dis merci d'être venu. Vous êtes le coordonnateur de la jeunesse républicaine. Païro, Maître Païré Paul, lui également du SDF et avocat au barreau du Cameroun. Bon dimanche, merci d'être venu. Enfin, merci au docteur Raymond Adengoyo qui est juriste et qui était avec nous ce dimanche. Une fois merci de vos multiples contributions au débat ce dimanche. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Bonne fête de Pâques, une fois de plus. À tous. Merci.